Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Marguerite Diouville. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Je veux, dans un premier temps, saluer mes collègues de la Commission. C'est une commission à laquelle je me suis greffée en toute fin de parcours, mais à l'intérieur de laquelle j'ai eu énormément de plaisir à travailler, puisque, bien sûr, l'objet de nos discussions était les jeunes, nos jeunes du Québec, nos jeunes à l'école avec lesquels on doit travailler pour la réussite. Et je pense que ce mandat d'initiative de la Commission de la culture et de l'éducation est un mandat qui a été très important d'être mené, mais dont le rapport doit aussi susciter une continuité de réflexion et d'engagement de la part des députés, de la part du gouvernement, et je pense qu'il y a là une obligation de résultat. Les travaux de cette commission se sont déroulés en 2 temps. Bien sûr, la commission a pris le temps d'entendre un certain nombre d'experts sur la question qui avaient, bien sûr, leur mot à dire, qui voulaient nous faire part de leurs réflexions, de leur analyse, des études qui ont été faites parce que, comme mon collègue le disait, le président de la commission, ce n'est pas d'aujourd'hui que nous parlons de persévérance scolaire ou de décrochage scolaire. Pour avoir vécu dans le monde de l'éducation pendant longtemps, j'ai eu à débattre de ces questions-là et je pense qu'il est très important qu'on puisse marquer des pas à l'intérieur de nos institutions scolaires, faire en sorte que nos écoles, nos personnels de l'éducation, peu importe le titre qu'ils ont, qu'ils soient direction, enseignante, professionnels, personnel de soutien, techniciens, techniciennes, que tout ce beau monde dans les commissions scolaires, les directeurs généraux, le personnel des services éducatifs et autres, que tout ce beau monde puisse être en mesure de comprendre que le rapport de notre commission les interpelle au plus haut point et que nous sommes déterminés, au-delà des constats, au-delà des analyses, au-delà des recommandations, à continuer le travail pour faire en sorte qu'ils obtiennent les moyens, qu'ils obtiennent les engagements requis pour qu'on puisse convenir qu'entre nous, nous avons la responsabilité, je dirais le devoir, de faire en sorte qu'à partir d'un rapport comme celui-là, on en tienne compte et on offre à la jeunesse du Québec, à partir de la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur, mais nous, on s'est occupé surtout de petite enfance primaire, secondaire, on offre à chacun de ces enfants qu'on doit accompagner les possibilités de réussir, chacun avec leur potentiel de réussite. Et il n'y a aucun enfant du Québec qui doit être exclu d'une démarche d'apprentissage qui lui permette de persévérer pour atteindre ses limites à lui et essayer de les dépasser au maximum, mais développer surtout son plein potentiel. Alors, après avoir vu les experts, bien sûr que la commission s'est transportée sur le terrain. Nous sommes allés, la commission est allée dans la région de Québec, dans la région de la Naudière, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et également à Montréal. À Montréal, où c'est une visite auquel j'ai pu participer, donc je vais en parler plus à fond. À Montréal, où les parlementaires sont allés à l'école La Voix, qui est une école, La Voix en 2 mots, la, V majuscule O-I-E, donc la parole, je dirais une espèce d'engagement aussi, je pense, dans l'appellation de cette école, dans un quartier défavorisé, multiethnique de Côte-des-Neiges. Et on a passé une journée dans cette école, dont une demi-journée avec les étudiantes et les étudiants de diverses origines ethniques qui se sont bien adaptés à leur école et qui ont témoigné comment, avec un personnel à l'écoute de leurs besoins, à l'écoute de leurs difficultés, à l'écoute de leurs questionnement à l'égard de leur intégration, de leur vie dans la société québécoise, de leur vie dans un milieu pluriethnique où toutes sortes de valeurs sont mises en commun, où on doit discuter des façons de vivre des uns et des autres sans porter de préjugés, sans porter de jugement. Ça a été une expérience, à mon avis, pour chacun des membres de la commission inoubliable, où ces jeunes-là nous ont considérés comme faisant partie de leur monde, de leur discussion, et nous ont donné leur juste sur leur façon de voir l'école montréalaise avec ses défis et comment le personnel de l'école engagé à l'intérieur de la mission que s'est donnée cette école a su s'adapter, a su avoir la flexibilité nécessaire, a su
obtenir l'oreille attentive de la commission scolaire pour avoir des moyens aussi de répondre à cette réalité pluriethnique dans laquelle l'acte d'apprentissage doit se dérouler, bien sûr, mais en toute connivence ou en toute compréhension, je dirais, de ce que sont les étudiants et les étudiantes que les personnels avaient devant eux. Je pense que ça a été un moment privilégié de cette commission et on n'est pas peu fiers d'avoir passé une journée avec eux. Et bien sûr qu'à l'intérieur de cette école, on a pu aussi parler de ce phénomène du décrochage scolaire qui est complexe. Bien sûr, en raison de la multiplicité des facteurs de risque qui agissent. Je pense, par exemple, selon l'âge et le sexe. On le sait, les facteurs de risque peuvent être liés à la vie scolaire, des échecs répétés ou le manque de motivation, à la vie personnelle comme la toxicomanie ou la délinquance, à la famille qui vit quelquefois une instabilité au niveau de la cellule familiale et aux conditions sociales et économiques. On le comprend bien que tous ces éléments-là peuvent interférer et plus on a des questions ou des problèmes ou des éléments qui s'additionnent, ça amplifie encore toute la question du décrochage scolaire et comment on doit ensuite intervenir auprès des jeunes. Les interventions des experts entendus par la Commission et des participants qui ont été rencontrés dans les régions corroborent des analyses déjà faites sur les causes du décrochage, notamment plusieurs constats présentés dans le rapport Ménard. Parmi les facteurs discutés, l'importance capitale d'éviter un mauvais départ dès le primaire et même avant le primaire, en particulier quant aux aptitudes de lecture, c'est ressorti comme étant une préoccupation particulièrement forte. Certains témoignages entendus dans les régions visitées vont dans le même sens. La prévention du décrochage doit se faire avant même l'entrée à l'école et on doit déceler le plus rapidement possible et le plus tôt possible les élèves à risque dès la petite enfance. Et à cet égard, bien sûr, je vous dirais que j'aimerais relater le témoignage d'une dame, Mme Chantal Gagnon, qui a affirmé qu'on reconnaissait un futur décrocheur dès la première année et en comparant les problèmes de lecture à ceux des fondations d'une maison. Alors, quand on parle de l'importance de la lecture, l'importance d'investir pour que les jeunes, dans les premières périodes d'apprentissage, ne soient pas face à une difficulté insurmontable, je pense qu'il y a là un lieu d'investissement particulièrement important si on veut mener à bien la lutte au décrochage. Et quand on parle d'intervenir avant l'entrée à l'école, on a pris connaissance d'un projet pilote de maternelle dès l'âge de 4 ans qui se passe à Montréal et qui a suscité beaucoup d'intérêt pour le développement, entre autres, des habiletés sociales et du vocabulaire et parce que ouvert à tous, notamment à ceux qui ne vont pas dans les centres de la petite enfance. On doit bien constater que les différentes études nous démontrent que souvent en milieu défavorisé, ce sont ces enfants qu'on retrouve le moins dans les centres de la petite enfance et qui arrivent donc à l'école avec une préparation un peu déficiente comparativement à d'autres qui ont eu à socialiser en CPE, qui ont eu à être stimulés à faire des débuts de démarches d'apprentissage à partir de certains jeux, de certaines techniques mises en place dans les CPE. Et la problématique a fait en sorte que dans certains quartiers, on a amorcé des projets pilotes en offrant particulièrement la maternelle 4 ans temps plein, qui est une maternelle qui offre des outils pour favoriser l'acquisition des compétences des enfants sans qu'ils soient étiquetés ni discriminés. Et la maternelle 4 ans à temps plein semble une solution intéressante au dire des gens qui expérimentent cette solution pour mieux préparer les enfants à la maternelle et aux apprentissages de l'école primaire et pour créer très tôt un contact positif entre les parents de toutes les origines et le milieu de l'éducation. Et je pense que quand on arrive à la maternelle et qu'on n'a pas eu l'occasion de côtoyer d'autres enfants dans des activités de groupe et que les parents n'ont pas eu non plus souvent la capacité d'intervenir avec des gens avec lesquels ils sont en interaction pour le meilleur apprentissage de leurs enfants,
je pense qu'il y a des questionnements à se poser et donc il faut trouver tous les moyens pour faire en sorte de dépister nos jeunes le plus rapidement possible et de faire en sorte que si la maternelle 4 ans temps plein est une alternative, je pense qu'on doit, particulièrement en milieu défavorisé, ouvrir la porte parce que les projets pilotes jusqu'à date sont concluants et je pense qu'on ne doit pas mettre un frein à différentes expériences qui seraient des expériences gagnantes et qui nous permettraient de faire en sorte que nos jeunes en sortent gagnants et atteignent finalement la réussite scolaire qu'on leur souhaite pour chacun et chacune d'entre elles. Donc, nos recommandations ont touché, bien sûr, la nécessité d'agir dès la petite enfance, ont touché également les enfants en difficulté d'adaptation qui peuvent affecter souvent les problèmes d'adaptation des familles d'immigrantes. Et là encore, un support très important au niveau des services indicatifs qui devrait être destiné à la petite enfance pour aider ses parents à assumer une intégration, à s'impliquer aussi et à être, je dirais, à se sentir dans le coup, à se sentir valorisés dans la démarche d'apprentissage de leurs enfants parce qu'on aura réuni avec eux les conditions pour qu'ils se sentent à l'aise d'intervenir et de les appuyer. C'est pas facile d'arriver dans un nouveau pays, de découvrir un nouveau système d'éducation et je pense que pour les personnes immigrantes, c'est une façon d'agir qui pourra être beaucoup plus valorisante et engageante quant à la réussite des jeunes et stimulante pour ces jeunes qui verront leurs parents en connaissance du système et en appui à leur démarche d'apprentissage. Bien sûr, je reviens sur la question des maternelles 4 ans. Bien sûr, on a aussi traité de l'engagement que nous devons avoir pour mieux soutenir nos enseignantes et nos futures enseignantes et nos futurs enseignants dans leur travail auprès des jeunes. Et la Commission recommande que soit développé dans les programmes de formation peut-être des approches différenciées pour les amener à avoir les moyens de répondre aux différents types de milieux dans lesquels ils devront travailler, aux différents types de clientèle auxquels ils devront donner les moyens pour les engager vers la réussite. Et souvent, on se rend compte, puis on déplore que nos jeunes enseignants, qu'un fort pourcentage de nos jeunes enseignants quittent la profession avant 5 ans. Mais donnons-leur, au niveau de la formation continue, des ajouts de formation qui vont leur permettre de savoir comment gérer des groupes qui ont des particularités auxquelles ils doivent répondre pour les amener le plus largement possible à la réussite. Alors, on parle que le rapport entre l'enseignant et le jeune dans une classe est déterminant pour la réussite du plus grand nombre. Mais donnons les moyens à ces jeunes enseignantes et enseignants par le biais de la formation de base et pour les autres qui sont déjà dans la profession par le biais de la formation continue, donnons-leur les moyens de réfléchir sur les approches à développer quand on a des cas particuliers, quand on a un phénomène d'intégration qui n'est pas toujours facile à gérer, quand on a des classes nombreuses, quand on a des classes où plusieurs communautés culturelles se retrouvent, comment on fait pour agir avec la plus grande pertinence et avec les meilleurs moyens possibles. Et bien sûr, on a parlé, puis on en a parlé la semaine dernière encore ici, tout le phénomène de la violence à l'école. Je pense que de plus en plus, mon collègue en a parlé dans ses questions à la ministre de l'Éducation. C'est ce qu'on a aussi constaté au niveau de la Commission, qu'il y avait là un phénomène sur lequel on devait absolument apporter des solutions, donner des moyens à nos commissions scolaires, à nos écoles particulièrement, pour que des plans d'action sur la violence aient des conséquences positives sur l'agir collectif dans un milieu scolaire. Et présentement, on doit faire des constats de la difficulté d'en arriver à enrayer ce phénomène-là de la violence à l'égard des enseignants comme des jeunes entre eux. Et je pense que ça fait partie d'une recommandation très importante de la Commission. Je vais conclure en disant que je vais conclure sur une question qui m'a déjà interpellée quand j'étais dans une autre vie. Toute la question des heures de travail des jeunes
du secteur secondaire, on a souvent demandé au monde du travail, aux employeurs, de s'engager dans une espèce de déclaration où on conçoit qu'on ne peut pas donner plus que tel nombre d'heures aux étudiants ou aux étudiantes pour qu'ils puissent réunir le maximum de conditions pour accéder à la réussite. On conçoit que pour les jeunes, pour certains jeunes, c'est important d'avoir un certain nombre d'heures de travail pour leur mieux-être, quelquefois pour aider aussi. Mais je pense qu'il y a un premier objectif quand on étudie au niveau secondaire, c'est de réussir à l'école. Et réussir à l'école, ça veut dire que si on met le pied dans le monde du travail, il faut que les employeurs soient conscients du nombre d'heures à octroyer, de la nature des heures. Est-ce que c'est un travail de nuit? Est-ce que c'est des conditions qui font que le lendemain matin, les jeunes ne sont pas capables d'être présents à l'école ou ils peuvent être présents de corps et non pas d'esprit? Quand le corps y est tout complet, parce que des fois, on a l'impression qu'il nous en manque un petit bout. Alors, je pense que c'est très important qu'au niveau de notre société québécoise, on soit conscient de l'impact des heures de travail sur la réussite de nos jeunes. C'est quelque chose qui est démontré depuis bon nombre d'années. Et moi, je me souviens, quand j'étais à la Centrale des syndicats du Québec, on avait eu une entente avec le Conseil du patronat de l'époque pour engager les employeurs à un nombre d'heures minimales et plusieurs employeurs s'y étaient engagés. Je sais que la ministre, lors des crédits l'an passé, avait répondu qu'elle continuait son travail dans ce sens-là, mais je pense qu'on doit sentir les effets de ce travail-là le plus largement acceptés par les employeurs qui engagent de nos jeunes. Et bien sûr, toute la question des moyens de concertation au niveau régional. On se rend compte de plus en plus, puis on l'a vécu d'ailleurs dans notre tournée, que dans l'expérimentation, certaines régions, certains milieux, certaines communautés se sont prises en main pour dire comment le monde du travail, le monde communautaire, le monde scolaire peut travailler ensemble autour d'une école. On dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant, mais je pense qu'il faut une communauté pour amener un groupe d'enfants à la réussite. Être conscient des enjeux et faire en sorte que l'école soit valorisée dans le même sens que sa mission, qu'on lui reconnaisse une mission et qu'on l'appuie. Alors, c'est important que la communauté, et on sait que dans certaines régions, bien sûr, les gens, y compris les gens du monde de la santé, des services sociaux, je les ai oubliés dans ma liste, mais ce sont des gens qui sont incontournables pour appuyer les familles, appuyer les jeunes dans leur démarche vers la réussite. Qu'on parle de formation professionnelle où le monde du travail doit être mis à contribution, peu importe la nature de l'engagement, on doit sentir que la communauté est près de son école, qu'elle l'appuie et qu'elle contribuera à la réussite de chacun et de chacun des élèves qui est présent dans ce milieu scolaire. Et on constate bien sûr que pour ces tables régionales qui se mettent en place, ces tables dans la communauté, souvent c'est un manque de moyens. Et je pense qu'il faudra être préoccupé que cette concertation ait les moyens de la réussite qu'elle veut proposer aux jeunes de son école. Et je vous dirai en conclusion, Monsieur le Président, qu'on fonde beaucoup d'espoir sur les recommandations de la Commission. C'est sûr que ce n'est pas la première fois qu'on parle du décrochage ou de la persévérance scolaire, mais j'espère que cette commission qui a eu un mandat d'initiative, qui est allée sur le terrain, qui est allée chercher des témoignages, qui a mis son cœur à essayer de proposer des choses qui sont réalistes, pourra voir les effets de ces recommandations à court et à moyen terme. Et je vais conclure en disant que ce n'est pas par des coupures et ce n'est pas en mettant en interrogation un système d'éducation comme on l'a fait dernièrement qu'on va être en mesure d'assurer le suivi de recommandations d'une commission qui a fait son travail sur le terrain. Et j'espère que dans le système de l'éducation, on a fini de faire du neuf avec du vieux et qu'on est engagé à donner les moyens de la réussite. Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'économie du Québec, c'est investir dans l'avenir du Québec, c'est investir dans chacun et chacune de nos citoyens qui auront des décisions à moyen et à court terme à prendre. Conséquemment, sur notre avenir à nous qui aurons passé le flambeau. Alors, j'espère qu'on sera conscient, tout le monde ici,
dans cette Assemblée nationale que le défi de la persévérance, le défi de la réussite, le défi de faire de nos jeunes des citoyens et des citoyennes à part entière, ça relève de chacun et de chacune d'entre nous de donner à notre école publique les moyens de son mandat et de sa mission. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Madame la députée de Marguerite Diouville.